Et c'est précisément à ce moment-là, au moment de l'accélération des changements, que naît la science-fiction. Is there a correlation in your mind between the use of robotics and your social literature? You speak of social science fiction often. Well, my own definition of science fiction, sir, is that science fiction is that branch of literature which deals with the response of human beings to changes. Notre réaction aux avancées de la science a toujours oscillé entre fascination et rejet, et l'histoire de la science-fiction en témoigne. Prenez par exemple Frankenstein, que certains considèrent comme le premier livre de science-fiction moderne publié en 1818. Quelques années plus tôt, un anatomiste italien, Luigi Galvani, réalise que les muscles des pattes des grenouilles disséquées se contractent comme s'ils étaient vivants lorsqu'un courant électrique les traverse. Et si l'électricité était le secret de la vie? Il n'en faut pas plus pour que l'on imagine pouvoir créer artificiellement la vie grâce à des principes strictement scientifiques. Cependant, dans Frankenstein, le monstre, avec une fureur que le livre ne justifie pas tout à fait, se venge en tuant tous ceux que le savant aime. Et finalement, le savant lui-même. Ce récit exprime l'une des peurs les plus persistantes qui ait jamais hanté l'humanité, celle de la science dangereuse. J'appelle cela le complexe de Frankenstein. Ce thème qui dépeint une humanité arrogante et avide de revêtir par une science mal inspirée le manteau du divin est au cœur de bien des histoires de science-fiction. Il y a des choses que l'homme ne doit pas savoir, pense-t-on alors. À mesure que s'écoule le XIXe siècle, cette méfiance théologique vis-à-vis de la science s'estompe. La révolution industrielle étend ses conquêtes. Et une confiance irréfléchie dans le progrès nous fait croire que la science peut faire advenir un monde utopique. Mais ce rêve est hélas dissipé par la Première Guerre mondiale. Cet affreux massacre nous montre clairement que la science peut devenir l'ennemi de l'humanité. C'est grâce à la science que l'on peut fabriquer de nouveaux explosifs. Grâce à elle que l'on construit des aéroplanes pour les transporter. C'est encore la science qui permet, comble de l'horreur, d'arroser les tranchées de gaz toxiques. Vous comprenez alors comment le méchant savant, ou au mieux le savant fou, a pu devenir un personnage typique de la science-fiction d'après la Première Guerre mondiale. C'est dans les années 30 que je deviens moi-même lecteur de science-fiction. Quand je commence à travailler à la boutique de mon père, les Pulp Fiction s'ajoutent à mes lectures sérieuses. Les premiers temps, ces petites revues m'enchantent plus que toute autre chose. Je les déniche à la boutique et elles me réconcilient avec le travail imposé et les heures d'ouverture interminables. Je les lis avec un soin infini, puis je les remets en place comme neuves sur les présentoirs. Mais rapidement, je me lasse de ces histoires de savants fous sans cesse répétées. Puisque je me destine à une carrière de scientifique, je finis par me rebeller contre ces visions caricaturales. Je ne le sais pas encore, mais grâce à cette formation scientifique, je vais faire partie de ceux qui ont profondément transformé le genre. Ce que l'on appellera l'âge d'or de la science-fiction. Mais il faut d'abord que je rencontre mon éditeur, John Campbell. Prior to 1938, those who wrote science fiction did not necessarily know much science outside
of that which they read in the Sunday supplements. At any rate, Campbell changed all that, and what he wanted were people who would write stories in which the science was realistic. He tended to choose stories by people who are either scientists themselves, who had studied science, or who are at least sufficiently well aware of the scientific culture to be able to speak plausibly in its terms. As a result, a flood of new writers came in. If Robert A. Heinlein and A.E. Van Vogt were par excellence the writers of what we now call, lots of us, the golden age of science fiction, I must mention that a third writer who, from hindsight, would seem to go along with those two is none other than myself, Isaac Asimov. I have never been afflicted with false modesty, or true modesty either, for that matter. And the most remarkable stories of the period did create a world of computers, of trips to outer space, of a science-important culture. As a matter of fact, the science fictional world of the 1940s was very like, in many respects, the real world of the 1960s, to the point where we are now living in a science fictional world. 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have liftoff. 11:22 a.m. Eastern Standard Time. Chief Conrad reports that your program begins. Tower clear. Avec l'âge d'or, la science-fiction acquiert tout à coup une certaine crédibilité. L'énergie atomique, les fusées, l'électronique, les ordinateurs. Toutes ces choses qui forment la base même de la science-fiction deviennent réalité. Dans une période où le rythme des avancées s'intensifie encore davantage, les lecteurs se passionnent pour le genre et dévorent les œuvres d'Arthur C. Clarke, de Ray Bradbury, Theodore Sturgeon, Frederick Pohl, Robert A. Heinlein, Alfred Bester, A.E. Van Vogt, Jack Vance, Frank Herbert et bien d'autres. Je deviens moi-même auteur à plein temps. Et à partir de ce moment, j'écris en moyenne 13 livres par an. Je suis ce qu'on appelle un écrivain prolifique. J'écris des histoires qui se déroulent dans notre futur proche et souvent lointain. Je les imagine à partir de ce que je sais de la science. Je raconte souvent une humanité qui a quitté la Terre pour d'autres planètes. Il est question de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles sciences, de robots, d'intelligence artificielle. Je décris comment ces technologies modifient les sociétés et les conflits qui accompagnent leur émergence. J'écris du matin au soir et ne m'arrête que pour rejoindre mon lit. J'évite de sortir de chez moi car je suis claustrophile. C'est-à-dire que j'ai une préférence pour les endroits clos. Or, comme beaucoup d'écrivains, j'utilise mes névroses pour mon travail. Ainsi, ma machine à écrire est disposée de telle manière qu'en relevant les yeux, je ne vois devant moi qu'un mur blanc et aveugle. En somme, je n'aime que le confort de mon petit bureau. Je ne manque de rien car j'ai à portée de main ma bibliothèque, ainsi que bien sûr tous les livres que j'ai déjà lus et qui sont impeccablement consignés dans ma mémoire. J'avoue sans honte que je crains le monde extérieur.
J'ai peur des avions et des voyages. Alors à quoi bon vouloir m'y risquer, puisqu'avec une simple machine à écrire, je peux, sans quitter mon bureau, voyager dans le futur et jusqu'aux confins de l'univers.